Je vous remercie infiniment d'être là et d'accepter de discuter après cette improvisation un peu caricaturale de ce que certaines familles peuvent vivre avec toutes les généralisations et les raccourcis qu'on peut essayer de faire quand on essaye de résumer un propos. J'aimerais en fait, si vous êtes d'accord, pour que le public puisse profiter pleinement de notre discussion, que vous puissiez, dans un premier temps, s'il vous plaît, vous présenter les uns après les autres, et non seulement vous présenter, mais avoir la gentillesse de nous expliquer en quelle institution vous représentez dans le débat. Et d'abord, quelle institution vous représentez, et ensuite, quelle est la formation que vous avez poursuivie pour que le public se rende compte d'où on parle, en fait, et de quelle est la formation qui dicte le langage que nous utilisons, parce que parfois on utilise les mêmes mots et on ne se comprend pas. Donc, voilà. Donc à tout seigneur, tout honneur, on commence par les dames. Merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Je vais tâcher de répondre à tout cela. Donc, je m'appelle Marina Walter Menzinger. Je suis médecin spécialisée en psychiatrie, psychothérapie d'enfants, d'adolescents, forensique. Forensique, en fait, veut dire médico-légal, et c'est un titre approfondi en Suisse qui existe depuis 2014. Il faut savoir qu'on est un pays pionnier puisqu'on est le seul pays qui reconnaît cette formation et cette spécificité au niveau médical. J'ai ce titre donc depuis 2014. Je travaille au HUG. Je suis responsable des expertises pour les mineurs, tant sur le plan civil que sur le plan pénal. Et du coup, ma formation, en gros, je l'ai faite à Genève. Ensuite, j'ai travaillé en pédiatrie, j'ai travaillé en médecine interne, j'ai travaillé en psychiatrie, pour finalement arriver en pédopsychiatrie. J'ai fait 6 ans à la guidance infantile, j'ai fait 6 ans à l'OMP, et depuis 2012, je suis médecin adjoint, responsable des expertises pour les mineurs au centre universitaire roman de médecine légale, CURML, joli petit nom. Et voilà, je pense que je vous remercie. Expliquer mes fonctions. Docteur Santoshiti, voulez-vous faire de même, s'il vous plaît? Oui, volontiers, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi j'ai une formation, donc Santoshiti, je suis médecin associé aux hôpitaux universitaires de Genève. Ça veut dire que j'ai un temps partiel au HUG, j'ai un autre temps partiel en tant que consultant à l'OMP et aussi dans un cabinet privé. Donc j'ai une formation à la base comme pédiatre généraliste. J'ai aussi une formation de psychiatre pour enfants et adolescents et de thérapeute de famille. Et si je suis ici, c'est essentiellement en tant que représentant de la consultation psychothérapeutique de famille et couple dans le cadre des HUG. C'est le seul service qui travaille avec ce type de famille dans le cadre de l'institut, dans une institution publique. Évidemment, il y en a d'autres qui travaillent dans le privé, mais on est les seuls dans le cadre des HUG. Voilà, je vous remercie. Et puis maintenant, Monsieur Nanshan. Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai à la base une formation de juriste. J'ai travaillé aussi dans l'animation socio-culturelle en parallèle de mes études. Et puis, depuis 25 ans maintenant, je suis respectivement j'ai été chef de l'Office de la protection de l'enfant pour le canton du Valais. Il faut savoir qu'en Valais, les offices sont pas ce que sont les offices dans le canton de Genève. Donc, l'office est inférieur au service. Ensuite, j'ai été adjoint du service cantonal de la jeunesse. Alors, c'est un service qui regroupe plusieurs secteurs. On a notamment un peu le pendant de l'office médico-pédagogique qui est dans notre service, ce qui fait qu'il y a des ponts intéressants qu'on peut faire avec la psychologie scolaire, la logopédie, la psychomotricité. On a aussi le domaine des institutions. Et puis maintenant, depuis 12 ans, je suis le chef du service cantonal de la jeunesse. Et puis j'ai le plaisir de chapeauter un peu tout ce beau monde qui travaille avec des enfants, des familles en difficulté. C'est vrai que c'est très enrichissant. On a aussi des moyens qui sont un peu plus limités que dans d'autres cantons. C'est vrai que l'ensemble du staff dans le canton, là j'ai 200 collaborateurs, mais c'est réparti sur 150 EPT. Donc c'est vrai que si vous faites un benchmarking avec d'autres cantons, on a des ressources quand même limitées, mais on essaye quand même de travailler. EPT pour emploi plein temps. Voilà.
Oui, d'accord, je vous remercie. Donc, le cadre dans lequel vous fonctionnez, peut-être, qui explique pourquoi on vous a invité aujourd'hui, parce qu'on questionne le cadre, vous avez compris, hein, le cadre qui est posé actuellement au traitement des séparations, pour voir quelles sont ses spécificités. On a une première table ronde médicale pour évoquer l'impact qu'a sur la société et la santé et des gens et des liens les séparations, le traitement actuel des séparations familiales. Donc le cadre depuis lequel vous intervenez les uns et les autres, et le stade auquel vous intervenez les uns et les autres dans le processus de séparation mériterait d'être précisé peut-être. Hein. Donc on va peut-être commencer, je suis désolée, mais c'est pas tout à fait la fin. Si, c'est la fin. Ouais, voilà. Donc, dans quel cadre est-ce que vous avez au CURM affaire aux transitions familiales et aux séparations familiales? Quand c'est la fin. Non. Quand c'est la fin, c'est-à-dire on est mandaté uniquement par les tribunaux. C'est juste le tribunal de protection de l'adulte ou de l'enfant ou le tribunal de première instance à Genève, voire de temps en temps on travaille avec le canton de Vaud, voire avec le canton du Valais, pour faire des expertises qu'on appelle de famille. Ces expertises de famille, en tout cas pour ce qui est de Genève, elles sont assez bien cadrées, dans le sens où à chaque fois on va nous demander d'évaluer le fonctionnement psychologique de chaque membre de la famille, c'est-à-dire autant les parents que les enfants. Pour certains qui ont suivi l'actualité magnifique des journaux d'il y a 4-5 ans, on a un peu modifié notre manière de travailler et depuis les parents sont également vus par des consultants psychiatres adultes. Là, vous parlez déjà de la méthode et du but. Ah oui, juste le cadre. Le cadre, parce que ça, c'est justement toute la discussion qu'on va avoir après. Pardon, excusez-moi. Alors, le cadre juste planter en fait l'accès que vous avez sur mandat des tribunaux exclusivement. Oui. Hein? Oui. Et puis, ce mandat, il intervient, il vous est donné à quel moment par rapport, je fais référence au petit, hein, à partir de quand est-ce que vous intervenez? Vous avez dit à la fin. Oui, à la fin. Non, en général, un juge va solliciter une expertise après qu'il ait déjà suivi la situation un certain temps. Ça peut aller. Alors, chez les enfants plus petits, ça va plus vite, faut être honnête, quand ils ont moins d'une année. Mais quand ils commencent à être plus grands, ça peut être de 2 à 4 ans après le début de l'impact judiciaire sur la famille. Et souvent, il y a déjà eu beaucoup de prises en charge, que ce soit AEMO, thérapie, coparentalité. Donc AEMO, pour ceux qui sont juristes ou pas juristes. Une aide en milieu ouvert, une aide éducative en milieu ouvert, un travail sur la coparentalité, des médiations. Et quand tout ça n'aboutit pas à permettre à ce que la famille s'entende bien au niveau de la manière dont on va s'occuper des enfants, ou en tout cas qu'on voit qu'il y a des enfants toujours en souffrance, que ce soit le TPI ou le TPAE, donc le TPI, c'est le tribunal de première instance civile, et le TPAE, chez nous, c'est le tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Dans d'autres cantons, c'est l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant. Mais chez nous, c'est un tribunal, et on a cet acronyme à Genève. D'accord, donc en fait. De parler en acronyme, ce sera plus simple. Et du coup, on nous demande à ce moment-là d'évaluer la famille et de faire des propositions et des recommandations pour la suite des relations personnelles entre les enfants et leurs parents, leur lieu de résidence par exemple, etc. Voilà. Et puis vous, le cadre qui est posé à votre mission et l'origine de cette mission, quels sont-ils ? Voilà, alors donc la consultation où je travaille, donc c'est la consultation psychothérapeutique pour famille et couple. Avant de parler par rapport aux séparations conflictuelles, donc on a un service qui fait partie du département de psychiatrie. On est un service qui regroupe des psychologues qui ont l'habitude de travailler avec les enfants ou les adultes, également avec des psychiatres qui ont une formation de psychiatrie adulte et aussi des pédopsychiatres. Et donc ça nous donne aussi la possibilité de recevoir toutes les familles, que ce soit des couples évidemment adultes, mais aussi des familles avec jeunes enfants ou adolescents. Ça permet vraiment de pouvoir vraiment offrir, je dirais, une excellence aussi dans cette prise en charge.
L'autre chose aussi, nous travaillons toujours en ce qu'on nous on appelle en cothérapie, donc on travaille toujours à deux, ce qui est vraiment, la littérature montre que c'est vraiment une plus-value pour la prise en charge. Toi, ce sera la méthode, pardon, Voilà, je suis désolé, mais le cadre, juste le cadre à la mission. Je suis désolé, moi je suis garante du cadre du débat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste le cadre et la mission qui vous est donnée. Ensuite, on va parler de la méthode. Excusez-moi. Non, c'est très bien. Donc le cadre, c'est vraiment de pouvoir accompagner les familles où il y a une souffrance relationnelle. Donc nous, on est vraiment basé là-dessus. Par rapport à l'école qu'on suit, on fait partie des écoles des systémiciens. Et donc on est vraiment basé sur, en termes relationnels. Mais évidemment, les causes ou les conséquences sont une souffrance aussi individuelle. Et c'est là où on intervient également. D'accord. Pour le grand public qui n'est pas médecin, qu'est-ce que c'est qu'un systémicien ? Alors, donc, dans les écoles de psychiatrie, il y a 3 grandes écoles. Il y a l'approche psychodynamique, plus donc psychanalytique. Il y a l'école d'approche cognitivo-comportementale. Et puis, la 3e, c'est l'école systémique qui prend en compte le contexte de l'individu et qui explique justement la souffrance relationnelle en termes aussi souffrance individuelle. Alors, pour que le public comprenne, puisque c'est quand même ardu, hein, vous avez des méthodes différentes de fonctionnement l'un et l'autre, ai-je compris en vous interviewant longuement avant ce colloque. Est-ce que, si on devait résumer la différence d'approche que vous avez, ça c'est pour la méthode, mais juste pour comprendre pourquoi on vous sollicite, vous d'abord à un moment et vous ensuite à un autre moment, juste qu'on comprenne pourquoi. Hein. Donc la psychodynamique, est-ce que c'est l'analyse de l'individu lui-même, ontologique, hein, comment est-ce qu'il fonctionne et en lien à quoi? Est-ce qu'il a des troubles, des maladies ou des choses comme ça? Et est-ce qu'on pourrait dire que la technique cognitivo-comportementale est plus axée sur le comportement visant le résultat espéré? Et est-ce qu'on pourrait dire que la systémique, ce serait l'analyse des liens dans un groupe conçu comme un système de relations? Est-ce que ce sont des généralisations un petit peu trop hâtives? Non, je pense que vous avez bien résumé. C'est vrai que les 2 premières approches s'occupent vraiment de l'intrapsychique et puis le comportement de l'individu, alors que nous, on va essayer de comprendre le comportement de l'individu en termes relationnels. Je dirais que c'est vraiment par rapport à ça. Et vous, lorsqu'on vous donne une expertise, votre mandat n'est pas celui-là. Votre mandat, il est différent. Il est d'analyser... c'est la mission d'analyser la personne, le fonctionnement de la personne et l'interaction de la personne, si elle est parent, avec l'enfant ou des parents entre eux. Enfin, la grande différence, c'est que nous, on n'est pas thérapeutique. Ce que fait le docteur Santoshiti avec la consultation couple et famille, c'est vraiment une intervention thérapeutique qui se veut à l'écoute de tous les membres de la famille et d'essayer de aider cette famille à comprendre les enjeux de pourquoi et comment ils en sont arrivés à ce type de dysfonctionnement, etc. Nous, en revanche, on a une mission totalement qui se veut dans la neutralité, l'objectivité et l'impartialité, où on doit évaluer une famille dans son entièreté, aussi bien au niveau des relations interpersonnelles entre les différents membres, que leur fonctionnement psychologique individuel, que les besoins spécifiques des enfants. Donc c'est vrai que c'est un énorme travail qui se fait sur 4 mois. Alors je ne dis pas que ce n'est pas un énorme travail ce que vous faites, c'est juste différent. Ce qui se fait sur 4 mois, où au bout de 4 mois, on est censé pouvoir donner des pistes de réflexion et de recommandations à la justice par rapport à une dynamique familiale qui est très dysfonctionnelle et qui met en souffrance un enfant. Donc nous, on n'a pas un impact qu'on va appeler purement thérapeutique. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'impact thérapeutique, ça c'est... Non, mais ça c'est... bien sûr. C'est pas le moment. Hein. Est-ce que si on devait utiliser, pour se les approprier, le langage du médiateur, est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes là pour une espèce de check de la réalité médicale ou check du problème médical, check de ce qui fait que ça ne fonctionne pas dans cette famille? Oui, on peut dire ça comme ça. Un peu.
Hein? Et j'essaie juste de comprendre la différence d'approche, parce qu'après je vais vous interviewer, vous allez comprendre pourquoi où je veux en venir, Monsieur Nanchan. Et chez vous, est-ce que on pourrait dire que finalement, au-delà du fonctionnement de l'individu et de ce qui gêne, qui fait que ça coince, que les relations ne fonctionnent pas, pardonnez mon langage peu soutenu, on s'intéresse peut-être à ce qui ne fonctionne pas dans les relations et ce qui pourrait, un peu comme un mobile, hein, est-ce que si on actionne le mobile d'une autre manière, finalement les relations pourraient être rétablies, et est-ce que ce serait un abus de langage de dire que finalement chez vous c'est un peu le check des liens, hein, la vérification de l'état des liens, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans les liens et non pas dans les individus, donc dans les interactions? Oui, je pense que c'est tout à fait ça. C'est qu'on va vraiment se baser sur les interactions. On va faire une évaluation. Donc, on a évidemment une formation aussi pour pouvoir comprendre les états mentaux de chacun. Mais notre base, c'est vraiment de comprendre, en l'occurrence, la souffrance d'un des membres de la famille ou de plusieurs membres de la famille, et d'essayer de voir en quoi les différents membres de la famille sont aussi une solution et une ressource pour chacun. Donc nous, on a vraiment l'habitude de prendre en considération les deux parents, et on prend aussi en considération la fratrie. Je n'ai pas dit encore qui c'est qui nous envoyait. Vous voulez que je précise ça, ou ce sera plus tard? Ça, ce sera l'autre c'est la étape. question qui suit. Mais en tout cas, on essaye vraiment de prendre en considération l'ensemble de la fratrie, l'ensemble des parents, indépendamment de ce que le juge ou les envoyeurs nous demandent de faire. C'est une liberté de travailler, et on apprécie aussi beaucoup de travailler avec les belles familles, comme on a pu l'entendre aussi dans le sketch, et aussi avec les grands-parents. On essaie de travailler vraiment en transgénérationnel. Ok. Et l'origine des missions, donc, vous nous avez dit, est-ce que j'ai bien compris, c'est le tribunal civil, le tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, pas le service de protection des mineurs, pas d'autres institutions. Hein, et bien sûr, parfois aussi le ministère public. Alors, on n'est que dans le civil. Vous n'êtes que dans le civil. Non, je fais du pénal. Mais si on fait du pénal, alors on ouvre un autre chapitre. Je ne suis pas sûr que ce soit le but de ce matin. Oui. Donc, d'accord. Au niveau civil, je pense que c'est on a que le important. civil. Ah, bien sûr, on fait tout le pénal aussi. Les victimos, les crédibilités et les mineurs délinquants. Les victimes qu'est-ce que c'est? Les enfants, c'est les expertises de victimologie où le ministère public va nous demander d'évaluer l'impact de la maltraitance sur l'enfant. D'accord. Donc ça, c'est aussi un domaine de travail de votre unité. Oui. D'accord. Ok. Fondamentalement, l'origine du questionnement chez le juge, quand ça vient du juge ou du tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, c'est surtout l'enfant, ou est-ce que c'est aussi l'adulte, ou est-ce que c'est... Si ça vient du tribunal de protection et de l'adulte et de l'enfant, l'enjeu c'est l'enfant et ses besoins et comment aider cet enfant à pouvoir grandir dans de bonnes conditions. Ouais. Le tribunal de première instance, déjà le libellé de la mission est très différent. Il est centré sur les parents. L'enfant est également un enjeu au sein de leur mission, mais disons le TPI, c'est bon, tribunal de protection, instance. Le tribunal civil. Oui, du coup va être plus à essayer de comprendre comment aider et finaliser une démarche en divorce quelque part pour pouvoir statuer sur le lieu de vie, la répartition du temps entre chaque parent. D'accord. Et ça, c'est plutôt les enjeux du TPI. Et au niveau de la durée, comme ça maintenant je vais pouvoir complètement faire le lien avec M. Nanchan. Donc le moment, je répète juste, hein, on a eu ce sketch qui nous donne à penser que on a un couple qui se sépare en octobre, si j'ai bien calculé, octobre 2020. Hein. On est en janvier 2023, donc voilà, pas mal de temps après. On n'a pas d'expertise. L'expertise semble avoir été demandée 1 an avant seulement, donc c'est-à-dire quand même environ 2 ans après la séparation effective. Est-ce que ce timing correspond à ce que vous expérimentez effectivement? J'ai bien compris ça? Oui. Oui. Et vous,
par rapport, si on met J-1, c'est octobre 2020, typiquement votre intervention, elle se situerait, si on dit que le CURM est sollicité pour une expertise grosso modo en 22, vous seriez sollicité à quel moment dans l'histoire que nous avons vue tout à l'heure? Alors nous, on pourrait être sollicité un peu n'importe quand. On aurait pu être sollicité bien avant. S'il y avait eu un problème purement de couple, on aurait pu nous solliciter. Parce qu'on est un service qui est heureusement un service public, donc les personnes peuvent nous demander spontanément de l'aide à notre consultation. On peut être aussi, ça peut être aussi des familles qui nous sont envoyées par nos collègues psychiatres adultes, que ce soit au HUG ou en privé. Ça peut être aussi des psychiatres. Justement, précisons ça. L'origine de votre mission, ce ne sont pas que les tribunaux. Non. Ce sont aussi, les prescripteurs sont aussi des psychiatres d'adultes. Oui, tout à fait. Donc je pense que c'est le pourcentage de travail qu'on fait en collaboration sur une ordonnance du TPAE, en l'occurrence, est quand même un tout petit pourcentage de notre activité, même si ça nous prend beaucoup de temps en pratique. Mais la plupart des situations nous sont envoyées soit par des collègues psychiatres adultes, justement comme j'ai dit, soit dans le privé, soit dans le cadre des HUG, soit des pédopsychiatres à l'OMP, au SPA, c'est-à-dire le service de pédopsychiatrie d'enfants et d'adolescents qui appartient au HUG, ou des collègues pédopsychiatres qui travaillent dans le privé, ou même des autres médecins généralistes et autres. Voilà. Et donc c'est vraiment pas que ciblé, et je tiens vraiment à le préciser, que ciblé avec des séparations conflictuelles. On est vraiment dans différentes situations de deuil, de troubles du comportement, de souffrance individuelle ou relationnelle. Ok. Alors, pour pouvoir enfin questionner M. Nanshan, j'ai bien compris que vous n'êtes pas sollicité par le service de protection des mineurs. Le service de protection des mineurs. Si, donc on peut aussi être sollicité. Okay. Alors, quand je mis TPAE, ça peut être aussi le service de protection des mineurs, ça peut être aussi le CEASP qui peut... Le service à Genève, le CEASP, c'est le service d'évaluation et d'accompagnement des séparations parentales. C'est une partie du service de protection des mineurs qui a l'obligation spécifique de faire les évaluations. J'interviens juste, ce n'est pas une partie du service de protection des mineurs. Et c'est vrai qu'ils sont dans les mêmes locaux, c'est agaçant, je sais. Je ne devrais pas dire ça. Parce que vous avez pleinement raison, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Mais effectivement, c'est un service qui a pour mission d'évaluer les séparations parentales et d'émettre des recommandations. Donc ça arrive que vous soyez sollicité par eux. Oui, c'est très important ce que vous précisez, parce que j'ai oublié de mentionner tout ce pan où c'est les travailleurs sociaux qui accompagnent certaines familles déjà avant, justement, par rapport à la date, ça peut être en 2021 ou 2020 par rapport au sketch, et qui peuvent demander notre aide pour qu'on puisse collaborer aussi avec ces familles et les accompagner. D'accord. Alors, Monsieur Nanshan, j'en viens à vous maintenant. Vous, le cadre de l'intervention sociale et l'origine de cette intervention, est-ce que par référence à ce qui vient d'être dit, vous pouvez nous l'exposer et nous dire à quel moment et par qui vos services sont sollicités? Voilà, alors si vous voulez, c'est vrai que c'est un petit peu différent que sur Genève dans l'organisation, mais c'est essentiellement effectivement les tribunaux de district, donc c'est le juge de première instance au niveau civil, ou l'APEA, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, qui va nous solliciter lorsqu'il y a une séparation, qu'il y a des difficultés qui sont identifiées, que le juge n'arrive pas à trouver de solution. À ce moment-là, il va nous donner ce qu'on appelle un mandat d'enquête sociale pour décrire un petit peu le fonctionnement, voilà. Comment fonctionne la famille, quels sont les problèmes qu'on identifie, et puis avec des propositions qui seront faites pour l'aménagement. Alors ça peut être quelque chose de très rapide dans le sens où il faut des mesures protectrices, l'union conjugale, où il faut régler provisoirement les relations personnelles, etc. Donc là, on va déjà faire une première proposition. Puis ensuite, ça peut être aussi des évaluations sociales un peu plus poussées pour définir un petit peu l'après-séparation. D'accord. Donc c'est vrai, on a les deux rôles, en fait, du SPMI et du SCASP qui sont service de protection des mineurs et service d'évaluation d'accompagnement. Mais par contre, c'est vrai que dans l'organisation de notre service,
les évaluations sont séparées du suivi des mesures des curatelles éducatives. Voilà. Le service des évaluations est séparé du service d'accompagnement et exactement. D'aide. OK. Les questions aux 3 personnes qui sont autour de moi. Quelles sont les personnes et institutions avec lesquelles vous avez l'obligation de collaborer ou vous avez l'interdiction de collaborer? Donc, Madame Dr Walter Menziger. J'ai pas d'interdit. D'accord. Vous avez des obligations? J'ai pas d'obligation vraiment, à part que dans l'ordonnance, il est spécifié qu'il est important de s'entourer de tout renseignement utile. Et donc, c'est à nous de définir c'est qui ces personnes de renseignement utiles. Mais par défaut, un de nos partenaires privilégiés, évidemment, c'est le service protection des mineurs ou le service... c'est surtout le service protection des mineurs qui connaît la situation de longue date et qui est le plus proche de l'accompagnement. Et souvent, ils ont déjà une curatelle d'accompagnement ou autre. Après, on va prendre contact avec toute personne qui gravite autour de cette famille, que ce soit les éducateurs, la crèche, l'école, les thérapeutes, les logopédistes, et tous ceux qui peuvent avoir de près ou de loin participé à aider cette famille. Et puis, il est vrai que nous aussi, on peut être amené à rencontrer les grands-parents, les nouveaux conjoints, éventuellement des fois des oncles, des tantes, mais toute personne qui a un rôle significatif dans la vie de cet enfant. Et les informations qui vous permettent d'identifier ces entités et personnes avec lesquelles il serait utile de collaborer, elles viennent d'où? Alors, elles nous viennent principalement des parents, quand on les reçoit, mais également de tout le dossier judiciaire qui nous est envoyé. Parce que vous recevez l'entier du dossier judiciaire. Alors, pour le TPAE, l'entier, pour le TPI, donc le tribunal civil, on essaye de ne pas avoir l'entièreté parce que tout ce qui concerne les finances, les assurances maladie et tous les aspects qui ne touchent pas directement, on va dire, malgré tout, les aspects dynamiques, familiales et en lien avec la psychologie de la famille, on les a pas, mais on a tout le reste. D'accord. En revanche, vous avez connaissance des enjeux financiers qui existent entre les gens parce que vous avez les conclusions à la base ou pas? Alors nous, on essaye de ne pas entrer dans cette dynamique parce qu'elle est complexe. On est des psychiatres, on n'est pas des juristes, on n'est pas des avocats, on n'est pas de ce monde-là. Donc en fait, vous ne recevez pas les conclusions des gens. C'est-à-dire que ce que je demande, c'est la maison, 1 million, enfin ce genre de choses, ça vous n'avez pas. Mais même si on les avait, on ne tient pas à entrer en matière là-dedans parce que c'est d'autres enjeux et on est très au clair sur c'est quoi nos missions, c'est quoi nos compétences. Ouais. Et nos compétences à nous, ce n'est pas de déterminer si la famille doit ou pas avoir accès à tel ou tel bien immobilier, à tel héritage, ou je ne sais quoi. Ok. Donc, et vous avez des obligations de collaborer, des interdictions de collaborer? Alors, je répondrai comme Marina. Donc, on n'a aucune interdiction de travailler, on n'a aucune obligation de travailler. Je rappelle, et pour bien préciser qu'on est tenu au secret médical, donc on est vraiment un institut indépendant, je dirais, des autres institutions. Donc quand on reçoit les familles, on précise avec tous les membres des familles, mais les enfants aussi, comme avec les adultes, qu'on est tenu au secret médical. Par contre, la collaboration avec nos collègues envoyeurs, que ce soit psychiatre ou pédopsychiatre, pour nous est fondamental. Ça fait partie aussi de notre ADN en tant que systémicien de travailler en réseau. Et j'insisterai là-dessus aussi par rapport à si on doit revenir sur comment on travaille. Donc on travaille beaucoup en réseau. Et donc pour nous, c'est important aussi de leur faire aussi signer une autorisation du lever du secret médical pour qu'on puisse collaborer. Donc ça fait vraiment partie de notre mandat qu'on fait aussi avec les familles et avec chacun des membres des familles. Donc on n'a aucune interdiction de pouvoir travailler comme on veut, mais c'est vrai qu'on est un service où le tribunal de la protection de l'enfant et de l'adolescent nous sollicite souvent comme ordonnance pour faire un travail. Des fois, il spécifie que ce soit chez nous, mais vu qu'on est vraiment, on a une unité quand même
assez modeste, je dirais, dans le sein même du département de psychiatrie, avec beaucoup de demandes. Il y a des moments où on doit refuser en fait ces demandes, et donc voilà, nous, ensemble avec notre responsable, on prend contact avec le TPAE pour dire qu'on peut plus prendre pendant un certain nombre de mois. Mais donc, vous avez l'obligation de collaborer, mais vous, on en arrivera à la transmission des données, de la confidentialité et du secret, ou du partage ou du non-partage qu'entraîne le travail en réseau. De votre côté... Alors, notre champ de travail, il est défini par la loi en faveur de la jeunesse. Donc, effectivement, on a une obligation de répondre aux mandats qui nous sont confiés, soit par les tribunaux civils ou le tribunal de protection de l'enfant et de l'adulte. On n'a pas d'interdiction. On a dans notre base légale la possibilité effectivement de solliciter l'ensemble des acteurs impliqués dans la prise en charge de l'enfant, c'est-à-dire l'école, l'administration, peut-être le centre médico-social, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle ici sur Genève. Enfin, on a cette possibilité, effectivement, une base légale qui nous permet d'aller chercher l'information, puis d'obligation de collaboration aussi de ces entités administratives, voire police, etc. Donc une obligation de collaboration, pas d'interdiction de travailler. Maintenant, protection ou circulation des données confidentielles. Comment est-ce que c'est traité dans vos différentes professions? Donc, on a entendu du côté du docteur Santoshiti que vous faites... Dans la prise en charge de l'enfant, c'est-à-dire l'école, l'administration, peut-être le centre médico-social, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle ici sur Genève. Enfin, on a cette possibilité, effectivement, une base légale qui nous permet d'aller chercher l'information, puis d'obligation de collaboration aussi de ces entités administratives, voire police, etc. Donc une obligation de collaboration, pas d'interdiction de travailler. Maintenant, protection ou circulation des données confidentielles. Comment est-ce que c'est traité dans vos différentes professions? Donc, on a entendu du côté du docteur Santoshiti que vous faites remettre des déclarations qui vous libèrent du secret professionnel parce que vous estimez avoir un secret médical vis-à-vis de toutes les personnes qui viennent chez vous, dès l'instant où elle participe à un lien qui est investigué, c'est bien ça? Voilà, absolument. D'accord. Mais ça ne veut pas dire, et on précise bien, qu'on est une entité médico-psychologique et on respecte aussi les données qui nous sont confiées, et donc il y a certaines choses qui nous semblent être pertinentes qu'on va transmettre à l'envoyeur ou au TPAE, et il y a certaines données qui nous semblent être pas pertinentes et qu'on ne va pas non plus dévoiler. Alors, précisément, l'origine du dévoilement, c'est une requête en amont de votre saisine. Quand on vous demande de faire quelque chose, on vous dit ce que vous êtes censé rendre comme... Pardon, mais c'est vrai, c'est pragmatique. Hein. On vous dit ce qu'on attend de vous, et donc vous fournissez ça, mais est-ce que vous sentez la liberté de fournir d'autres informations ou pas? Oui, tout à fait, parce que, par exemple, ils peuvent nous demander de pouvoir travailler la relation entre un parent avec un de leurs enfants. Et nous, on dit, voilà comment nous, on travaille. On travaille pas seulement sous forme de ce qu'on appelle une guidance parentale, mais on travaille avec l'ensemble de la famille. Donc, on va se dire, maintenant, le tribunal, ils le savent aussi qu'on travaille comme ça. On va avoir les deux parents, on va avoir toute la fratrie, et on va pouvoir vraiment... apaiser une relation, mais ça passe aussi par d'autres relations. Mais y compris des gens qui ne font pas partie de la procédure. Vous allez pouvoir transmettre, absolument. Vous sentez la liberté. On a cette liberté, mais et vous le faites généralement. Tout à fait, mais on va répondre à leurs questions. Si le tribunal ou le SPMI, le service de la protection des mineurs, ont des questions très précises, on va répondre à leurs questions, même si on a dû faire une évaluation thérapeutique avec d'autres membres de la famille. D'accord. Et puis vous, je pense que la question a sa réponse. Hein. Vous avez une expertise, vous devez collaborer avec tout le monde, prendre un maximum d'informations, vous les donnez toutes. J'imagine, n'est-ce pas? Il n'y a rien qui... Si vous découvrez des choses qui sont périphériques à l'ordre de mission qui vous est donné et qui concernent des gens qui ne sont pas concernés par la procédure elle-même, je pense que vous ne les incluez pas, ou bien comment ça se passe? Bon, alors juste pour faire simple, nous on a un secret d'instruction, on n'a pas le fameux secret alors on a un secret professionnel qui nous empêche évidemment de divulguer à l'extérieur nos informations, donc ça on est bien d'accord, mais on a surtout un secret d'instruction vis-à-vis de la justice.
Ce que veut dire ce secret d'instruction, c'est que tout ce qui nous est effectivement donné peut potentiellement être dit au juge et on informe tous les membres qui participent à une expertise qu'il faut qu'ils sachent que s'il y a des informations qui ne doivent pas paraître au dossier, il ne faut pas nous les donner. Parce que c'est nous qui décidons si oui ou non on va ou pas le dire au juge. Mais ça a eu des impacts assez importants, entre autres avec des parents qui avaient un HIV qui n'avait jamais été énoncé et qui nous l'ont dit. Et c'est vrai que là, ça a quand même amené à des discussions un peu plus délicates. Mais au-delà de ce secret qui est d'instruction et qu'on n'a pas de secret en fait vis-à-vis de notre mandant, qui est donc la justice, lorsqu'on va collaborer avec les personnes extérieures, on leur fait signer aussi, alors aux parents ou à l'enfant s'il a sa capacité de discernement, un délié du secret professionnel de toutes les personnes qui sont liées à ce secret professionnel pour que ce professionnel qu'on va contacter se sente libre, c'est moi visiblement, qui de nous parler. Oui. Je vais changer le micro. Et du coup, j'en étais. Oui, et du coup, on se doit, nous, de faire délier du secret professionnel les personnes avec qui on va parler. Voilà. Alors, je pense que ce n'est pas le sujet du jour, mais il y a une vraie confusion au sein aussi des professionnels avec lesquels on travaille, qui est le secret professionnel et le secret de fonction. Certaines personnes sont soumises au secret de fonction. Et donc, un secret de fonction n'est pas délié par le parent, mais il est délié par son employeur ou sa direction. Et là, il est vrai qu'il faut toujours faire un travail de rappel de qui est-ce qui est un secret de fonction, qui est-ce qui est un secret professionnel, qui est soumis à tel ou tel type de secret. Mais bon, ça c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on travaille, on va appeler, mais c'est vrai que ça demande un énorme travail aussi de mise à jour et de rappel de la loi, quoi. D'accord. Et vous ? Et nous. Alors, c'est vrai qu'on a réglé ça de manière un peu assez pragmatique aussi dans la loi en faveur de la jeunesse. C'est-à-dire que nous, on peut transmettre toutes les informations qu'on va recueillir dans le cadre de ces évaluations sociales directement aux tribunaux ou à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte sans devoir être préalablement délié du secret de fonction. Donc, on l'a fait dans la loi parce que c'est vrai que, voilà, après, comme vous dites, il y a le secret d'instruction, on ne l'a pas vis-à-vis de l'autorité qui nous mandate, mais on aurait pu être tout d'un coup mal pris parce qu'on aurait transmis l'information sans que, éventuellement, on soit délié du secret de fonction. Donc ça, on l'a réglé comme ça. Mais ça veut dire que, de votre point de vue à tous les trois, finalement, est-ce qu'on peut dire que vous avez une espèce de secret partagé avec l'institution qui vous mandate, ou les gens, en l'occurrence, qui vous mandatent, dans une certaine mesure, vous vous sentez la liberté totale, en tout cas vous deux, me semble-t-il, de discuter, si vous deviez discuter avec le juge, très librement avec le magistrat qui vous a envoyé une demande d'évaluation, respectivement une demande d'expertise. Vous ne vous freinez pas. Alors moi, je n'ai pas un secret partagé, j'ai une obligation. Je suis une auxiliaire de justice. Voilà. Il faut bien comprendre. Et vous, c'est pas comme ça que vous vous concevez, évidemment. Hein ? Non, en effet, nous, c'est différent. Bien rappeler qu'il y a des familles qui refusent qu'on ait une collaboration avec les envoyeurs ou avec des autres intervenants. Alors, on doit travailler en fonction de ce que les familles nous donnent comme information. C'est vrai que des fois, quand on arrive très tôt, on peut suivre des familles qui n'ont pas encore de suivi avec le service de protection des mineurs ou le tribunal n'est non plus pas dans la course. Et ça peut arriver selon la situation où l'enfant est en danger dans son développement. On peut demander alors une autorisation de prendre contact avec le service de protection des mineurs. Et il y a des familles, la plupart acceptent, mais il y a des familles qui refusent. Et il y a à Genève la possibilité, dans la situation extrême, où on peut, si les familles refusent, on peut passer directement auprès du tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte
pour faire un signalement, puisque voilà, il y a une loi qui nous permet de pouvoir le faire. Est-ce qu'il vous est arrivé aux uns et aux autres autour de moi d'avoir des personnes qui ne font pas partie d'une procédure mais qui ont été entendues soit dans le contexte d'une expertise, soit dans le contexte d'un rapport d'évaluation, soit qui participent à un processus systémique? Est-ce qu'il vous est arrivé qu'une de ces personnes-là vous demande d'avoir accès aux données que vous détenez pour ces personnes-là, en tant que ce sont des données personnelles qui les concernent, pour être sûr qu'elles savent ce qui est dit à leur sujet, puisque ça va circuler ensuite, puisque vous partagez l'information avec votre prescripteur, le tribunal, respectivement le tribunal de protection. Ça vous est arrivé d'avoir des gens qui vous demandent ça ? Nous, on écrit un rapport qui fait entre 50 et 70 pages où il y a tout dedans. Donc, par défaut, ils auront accès. Mais s'ils ne font pas partie de la procédure? Ils n'y ont pas accès. Voilà. Donc, en fait, mais ça vous est jamais arrivé que quelqu'un dise, voilà, très bien. Non, jamais. Non, jamais. Et vous, ça vous est arrivé d'avoir des gens? Bon, dans le sens où c'est vrai que l'évaluation sociale ne sera pas aussi fouillée qu'une expertise. Oui. Généralement, c'est vraiment les personnes qui sont significatives dans la prise en charge de l'enfant qui vont intervenir. Ouais. Nous, on fait une restitution quand même à la famille avant de transmettre le rapport pour leur dire un peu. Des experts aussi. Voilà, nous aussi. Voilà, ouais. Où on va, comment, qu'est-ce qui est dit, etc. On essaye de ne pas non plus faire des... De toute façon, ils y auront accès ensuite de la consultation au tribunal, quoi. D'accord. Mais voilà, on fait cette restitution, voilà. On explique les conclusions, D'accord. On explique le contenu, etc. Est-ce qu'il vous arrive encore, juste pour finir avec le cadre et avant de passer à l'évaluation du cadre, est-ce qu'il vous arrive très systématiquement d'être dans des situations où des membres de familles recomposées vous demandent de participer à votre travail, d'être entendu dans une expertise, d'être entendu dans un rapport d'évaluation, d'être inclus dans un processus d'intervention pour le maintien des liens familiaux? Alors les uns après les autres peut-être. Dans les expertises, on va dire, les gens ne sont pas tout à fait friands de venir nous rencontrer, donc c'est plutôt nous qui demandons à les rencontrer. Ça dépend un peu le conflit qui va exister. Ils peuvent venir, il y en a qui refusent catégoriquement de nous parler, mais c'est en général sur notre sollicitation et même les grands-parents, c'est compliqué quand même de participer à une expertise, il faut être honnête. Mais donc, ils ne viennent pas spontanément sonner à la porte, dire on aimerait bien être entendu. L'inverse étant vrai. On n'a pas l'intention de l'être. Vous faites votre expertise sans moi. Alors, disons, il y en a certains qui refusent catégoriquement de venir, ouais. Vous? Alors, nous, on va être assez ouverts. Si des personnes souhaitent être entendues, on va les entendre. Je dirais qu'il n'y a pas à mon avis, de limitation qu'on va se mettre, parce que ça peut être, d'un coup, des informations qui pourraient être banales, sont tout d'un coup significatives, vont éclairer aussi un petit peu la situation de l'enfant. Mais c'est vrai que les gens se bousculent pas non plus pour participer à l'évaluation sociale, qui va plutôt cibler, je dirais, la partie un peu restreinte. Comme je disais, tous les acteurs significatifs dans la prise en charge de l'enfant. Chez vous? Alors chez nous aussi, peut-être rappeler que pour les familles de venir nous voir, ça reste très difficile. Évidemment, c'est dans une situation de grande souffrance, et c'est aussi de demander de l'aide quand c'est imposé à la famille de demander de l'aide, c'est encore difficile, mais même quand c'est spontané, ça reste quand même une démarche difficile. Donc c'est très rare que d'autres personnes demandent de participer à la thérapie. Moi, ça m'est jamais arrivé. Des fois, c'est des grands-parents qui veulent donner des informations par rapport à leurs enfants, soit pour les défendre, soit pour dénoncer certaines choses. Quand ils sont inquiets par rapport à leurs petits-enfants, ça peut arriver. Quand ils savent qu'il y a un processus qui est en cours. Mais il faut aussi savoir que la plupart des parents et puis des enfants, ils font pas beaucoup de publicité pour dire qu'ils viennent chez nous, parce que ça reste quand même une grande blessure de faire cette démarche. Et c'est nous qui sollicitons avec l'aide, avec l'accord évidemment des parents et des enfants, quand on pense que c'est
important d'avoir l'avis du nouveau conjoint, aussi, comme j'ai dit, des grands-parents. On va passer à la deuxième partie de ce débat qui est l'évaluation J'ai juste ajouté un petit commentaire parce que on peut peut-être juste ajouter qu'il y a des situations pour lesquelles si le service de protection des mineurs n'est pas allé à domicile ou en tout cas on n'a pas d'informations, on va à domicile. Donc c'est vrai qu'il y a aussi des situations où on est amené à aller se faire une idée du fonctionnement familial directement à domicile. On le fait presque systématiquement quand il y a plus de 3 enfants parce que dans un bureau c'est compliqué de voir 6 enfants en même temps. C'est rare, c'est une fois par année, merci. On les aime pas, celles-là. Hein. C'est beaucoup de travail. Non, voilà, parenthèse. Mais voilà, on va à domicile et on peut se rendre compte extrêmement bien. Et contrairement aux idées reçues, on est toujours bien reçu. Et les parents sont toujours contents qu'on aille à domicile. Ils sont même demandeurs à ce qu'on aille à domicile. D'accord. Alors, on va passer maintenant à la partie évaluation de l'efficacité du cadre actuel des suggestions. Moi, ce que j'entends, en fait, c'est que sauf si vous allez chez les gens parce que vous êtes bien reçus, en fait, personne n'a envie de venir vous voir, ni les uns ni les autres. Hein. Tout le monde vient à reculons, tout le monde vient trop tard. Ce que je comprends, c'est que vous, en tout cas, vous n'êtes pas sollicité systématiquement, puisqu'on ne demande pas systématiquement des services, des évaluations sociales. Et puis est-ce que c'est peut-être exagéré de dire que peut-être, dans le fond, on prescrit une évaluation sociale, on prescrit une expertise, on prescrit une thérapie des liens familiaux quand finalement on ne sait plus quoi faire parce que, les parents ne sont pas d'accord et que le juge n'a pas de solution, puis finalement, comme on dirait si on devait utiliser des termes footballistiques, il dégage en corner, hein, comme ça il n'a plus la balle. Je pense qu'il y a une gradation quand même hein, dans les différentes mesures. C'est vrai que l'évaluation sociale, je pense qu'elle peut parfois être diabolisée, mais il ne faudrait pas. On est vraiment là dans un premier temps de réglage, parce que c'est vrai que quand une famille se sépare, on le voit, hein, c'est le chaos, on perd ses repères, et puis on est peut-être plus à même des fois d'arriver à construire des solutions. Et c'est vrai qu'en fonction du mandat qui nous sera donné aussi par l'autorité, on va essayer on est avant tout un service d'aide, hein, on n'est pas là non plus pour on n'est pas un service d'expertise. Nous, ce qu'on va essayer, c'est de régler la vie au quotidien, c'est-à-dire d'amener des solutions pour que les parties, les familles puissent continuer à fonctionner dans cette phase un peu sensible. Et alors voilà, donc le travail, il va être à un niveau qui est celui d'une évaluation sociale. Et puis c'est vrai que l'expertise psychojudiciaire, comme elle est faite ici, ça va quand même rester l'exception. Je veux dire, on est vraiment là dans quelque chose de très dur. C'est-à-dire qu'on est souvent on est J+5, il y a 5 années qui se sont passées, c'est le chaos, ça va pas, tout le monde est en souffrance, puis à un moment donné, on va utiliser cet instrument. Mais c'est vous qui allez le proposer finalement. Alors, ça peut être souvent au juge en disant on n'y arrive plus, faites quelque chose. Alors non ça pourrait. Après, vous, je veux dire, les services sociaux, bien entendu. Alors je dirais dans la pratique valaisanne, ce que je vois, c'est que c'est plutôt souvent l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte qui parfois, dans le suivi de la situation, une fois que la séparation est effectuée, puis que ça va durer encore quelques années, puis ça va peut-être monter en crescendo à un moment donné, c'est plutôt cette autorité-là qui va solliciter une expertise psychojudiciaire en disant, voilà, écoutez, là, on ne sait plus comment avancer. D'accord. Voilà. Ok, c'est plutôt l'autorité, mais l'autorité, elle est à parce qu'au départ, quand on sollicite l'autorité, elle mandate le service d'évaluation sociale pour voir ce qu'il en est sur le terrain, pour avoir les informations. Donc, et c'est là que si elle a des indications un peu inquiétantes de votre part, vous dites
on ne sait pas trop quoi faire, qu'à ce moment-là, elle va demander une expertise. Mais au départ, il faut bien que ça vienne de vous, non? Alors ça peut, enfin, comme je dis, sociaux, comme c'est l'histoire de la famille qui va à un moment donné déclencher le signal pour dire là il faut faire quelque chose de plus parce qu'on n'arrive pas, pas avec les infos qu'on a d'y aller plus loin. Mais souvent c'est quand même, je pense pour 100 évaluations sociales, vous avez peut-être 2 expertises psychojudiciaires en ratio. Voilà, alors parlons juste de ça, Dr Walter Menziger. Combien d'expertises vous sont données par année et à votre connaissance? Alors évidemment, les autorités communiquent à ce sujet, mais à votre connaissance, est-ce que cela représente la majorité des cas, les cas dans lesquels on demande des expertises? Non, alors pas du tout. Hein. On a 50 expertises de famille par année à Genève et c'est stable depuis 2012, donc avec une variation entre 40 et 60. Donc c'est vrai que non, on est, comme vient de dire M. Nanchen, on est à la fin, on est en dernier recours et on arrive à un moment donné où beaucoup d'interventions en amont ont été essayées, comme je disais avant, les aides éducatives en milieu ouvert, la coparentalité, la médiation, les thérapies de famille, enfin bref, il y a eu beaucoup de tentatives de prise en charge et à un moment donné, malgré tout, alors chez nous c'est peut-être un peu autrement, mais le tribunal demandant au service de protection des mineurs des évaluations régulières, c'est probablement souvent un peu dans l'évaluation que va arriver la question de se dire là, maintenant, il serait utile d'avoir une expertise pour mieux comprendre cette dynamique familiale parce que malgré tous nos bons soins, nous n'arrivons pas à saisir les enjeux et pourquoi tel ou tel enfant est toujours en souffrance et les parents sont toujours en train d'être dans le conflit. Est-ce que c'est peut-être un raccourci que de dire que dans le fond, quand on est perdu, qu'on ne sait pas quoi faire, hein, que ce soit au niveau judiciaire ou au niveau social, on va demander une investigation sur l'empêchant de tourner en rond, ce qui empêche d'obtenir merci, ce qui empêche d'obtenir des relations paisibles, familiales, qui ne débordent pas sur la justice. J'aurais pas envie de dire ça parce qu'on est quand même un rouage. Bon, d'abord, il faut être clair, on coûte cher, on prend du temps. Pendant qu'on fait une expertise, ça suspend toutes les procédures. Donc, finalement, on est sollicité pour vraiment les situations les plus graves. Alors je ne sais pas si je vais le mettre maintenant, mais vous êtes tous au courant que les situations les plus graves est un mot qui est tabou, qu'on n'a pas le droit de dire, mais que je vais dire, qui s'appelle l'aliénation parentale. Et dans ces familles-là, s'il n'y a pas d'expertise, tout le monde avant, malheureusement, va se casser les dents. Et tout le système souffre. Les soignants souffrent, les parents souffrent, les services sociaux souffrent, les juges souffrent, tout le monde souffre. Parce qu'en fait, ces familles sont particulièrement redoutables dans leur capacité à faire le snake, quoi. Enfin, à réussir à échapper, etc. Oui, madame la juge, je vous promets, je vais faire la thérapie comme vous me le dites, c'est promis. Et 6 mois plus tard, rien à faire. Les pauvres thérapeutes se retrouvent face à une impossibilité, etc. Donc, si là, en tout cas moi, mon vœu serait de plutôt arriver à identifier l'urgence de l'enfant. Et pour moi, l'urgence d'un enfant, c'est lorsqu'il n'a plus accès à un parent. Et ça, aujourd'hui, c'est beaucoup plus fréquent, c'est beaucoup plus alarmant, et on croit qu'on va encore y arriver. Maintenant, cette manière de fonctionner, elle n'est pas nouvelle. Hein. L'aliénation parentale, elle date depuis toujours. Hein. Il y a des premières descriptions d'aliénation parentale d'il y a 3 siècles. Donc, c'est pas du tout nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a plus de divorces, qu'il y a plus de séparations, et donc il y a plus d'enfants. C'est tout. C'est ça la nouveauté. Et du coup, je pense que ces familles, quand elles sont au début d'un processus où un parent commence gentiment à dire non, je ne vais pas l'amener au point rencontre, parce que des fois il y a le point rencontre déjà, hein. Non, je ne vais pas l'amener au point rencontre, il est malade, non, etc. Ça doit mettre vraiment la puce à l'oreille. Et attention, je ne l'ai pas dit, mais je pense que vous êtes tous avertis, je ne parle pas de situation de violence conjugale, je ne parle pas de situation, évidemment, où c'est avéré qu'il y a des agressions sexuelles, des agressions physiques. Je parle vraiment de situations où l'enjeu est ailleurs, où c'est plus dans le conflit du couple qui a un impact tel sur la dynamique que l'enfant est pris au piège et n'arrive même plus.
Et donc moi, je pense que s'il y avait un vœu aujourd'hui à émettre de ma part, c'est que l'expertise là peut être utile, et on est en train de réfléchir à des expertises effectivement un peu plus thérapeutiques, parce que c'est vrai que le mot tabou, il fait très mal, donc il faudrait ne plus dire le mot tabou, mais en revanche, il faudrait accompagner ces familles sur un modèle psychojudiciaire, et ça, toute la communauté maintenant internationale le dit, ça ne peut être que réglé d'un point de vue psychojudiciaire, c'est-à-dire il faut les juges, il faut des experts et des thérapeutes, mais vraiment, il faut un système extrêmement solide, et dans l'idéal, des avocats qui comprennent. Ça, c'est pour les vœux. J'ai dit quelque chose ? C'est pour les vœux, parce qu'en amont des vœux, il y a le constat que finalement, lorsque les gens interagissent avec vos services, ils se sentent peut-être mis en accusation, ils se sentent pas soutenus, et ils viennent chez vous par la justice, et ils viennent chez vous parce qu'il n'y a plus que ça, c'est là qu'on les envoie, et que finalement, s'il y avait autre chose qui était possible, voyons quoi. Est-ce que je peux vous passer la parole à ce sujet, puisque nous avons... L'idée, c'est de présenter ce qui est possible aussi, les constats sur ce qui marche pas, peut-être avant de ce qui marche pas. En fait, pardon, Monsieur Nanchen, j'ai oublié de demander deux choses aux deux médecins qui sont à mes côtés. C'est le temps que prennent justement ces situations où on est... comme diraient les médiateurs, au dernier degré de l'échelle de exact, ensemble vers l'abîme, où il s'agit vraiment de tout détruire. Ces situations dans lesquelles où il y a de l'aliénation parentale, où il y a une impossibilité totale d'avoir des liens, etc., et qu'il s'agit d'essayer de travailler pour restaurer quelque chose, ça vous prend combien de temps, et pour quelle équipe l'un et l'autre ? Alors peut-être avant de répondre à ces questions, bien rappeler que les chiffres montrent à peu près que dans les séparations, il y a 70% quand même où les séparations se passent bien, et je pense que c'est important de le rappeler. Et nous, on travaille aussi avec ces familles, avec ces couples où les séparations se passent de la moins mauvaise manière, comme ça. Et dans les 30% qui restent, on dit qu'il y a à peu près 10% où c'est des séparations hautement, qui peuvent être conflictuelles. Et puis après, dans les situations d'aliénation, il y a un pourcentage à l'intérieur. Les chiffres varient un petit peu au niveau international, mais voilà, autour de 5% des situations très difficiles. Et dans ces 5% de situations très difficiles, en effet, ça nous prend énormément de temps. Je n'ai pas les statistiques en ce qui nous concerne. Moi, personnellement, j'ai à peu près un tiers de ma consultation qui touche des situations de séparation, c'est-à-dire avec enfants ou pas. Et dans ce tiers, certainement que j'ai à peu près 25% des situations hautement conflictuelles, mais ça me prend peut-être 80 à 90% de tout mon travail, tellement le réseau est compliqué. Et comme a dit Marina, c'est des situations très, très douloureuses, d'abord pour les enfants, aussi pour les parents. Donc il faut aussi pouvoir être, et ça c'est dans une position que nous on essaye d'être aussi, comme tu disais aussi, avec une impartialité ou une partialité, mais pour chacun des membres de la famille. Donc on part aussi avec du principe qu'on doit accueillir aussi éthiquement tous les membres de la famille, même si on pense en effet qu'il y a une personne qui pourrait être aliénante, mais pour nous c'est important de pouvoir aussi l'entendre, de pouvoir l'accompagner, de pouvoir aussi proposer des soins psychothérapeutiques, aussi en termes relationnels. Et puis je dirais ces formes où ce que nous on appelle, on essaie d'avoir une lecture ce qu'on appelle circulaire, c'est-à-dire qu'on est convaincu que c'est pas juste une personne qui fait du mal au restant des membres de la famille. Ça peut arriver, mais ça reste un pourcentage que nous, on expérimente vraiment minoritaire et heureusement, mais que la plupart du temps, on arrive quand même à trouver des solutions quand on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, dans quel cercle vicieux est-ce que les familles ou les parents se sont retrouvés. Mais donc, en effet, c'est très, très prenant sur le plan, je dirais, du temps, et je dirais aussi personnellement, pour les thérapeutes, c'est très prenant parce qu'on rentre dans une position où on sort un peu d'une position plus, je dirais, apaisée, pour être aussi très confrontant avec ces familles, parce qu'on doit aussi, évidemment, beaucoup protéger les enfants.
Donc ça fait qu'on est aussi mis à mal aussi, parce que c'est aussi des familles qui peuvent nous attaquer aussi, évidemment, rarement physiquement, mais aussi moralement. Et donc ça nous met aussi les équipes à l'épreuve, d'où l'importance de pouvoir travailler en cothérapie, d'être à deux. Ça nous permet aussi de prendre du recul, d'éviter ces montées symétriques quand ils nous hurlent dessus. Bon, le but du thérapeute, c'est pas de faire la même chose que lui, mais de pouvoir proposer autre chose. Mais donc c'est aussi ce qu'on nous on appelle des expériences correctrices, de pouvoir vivre aussi dans des espaces thérapeutiques des moments différents en termes relationnels qui puissent être exportés dans le quotidien. Et heureusement, la plupart du temps, ça marche. Mais dans cette situation où on arrive soit trop tard, soit en effet où le réseau peut être aussi dysfonctionnel, ben c'est là où on arrive aussi dans des situations très tendues et difficiles. Alors, moi j'entends ça. J'aimerais juste, avant d'ouvrir la suite, en fait, c'est le débat, c'est 8 minutes avant la pause. Et ensuite, on a le débat. J'aimerais beaucoup que vous fassiez vos constats à vous en disant, ben voilà, qu'est-ce qui prend du temps, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et puis quelles sont les perspectives que nous avons développées en Valais. Alors bon, je crois qu'on l'a bien vu dans le petit sketch de ce matin. On a parlé de trop tard il y a quelques instants. On a parlé de temps. Je crois qu'il y a un facteur, effectivement, le facteur temps, qui est hyper important. Alors nous, ce micro. Mais oui, mais il faut que tout le monde vous entende au fond de la salle. Ce qu'on a voulu vraiment, enfin, ce qu'on a identifié comme étant une des grandes problématiques dans ces séparations, c'est effectivement ce manque de célérité dans le traitement de ces situations. Parce qu'on voit bien, même une famille lambda, vous la laissez dans le marigot dans lequel ils sont, avec monsieur à la cave, madame à l'étage, l'amant qui débarque. Enfin, je veux dire, personne ne va pouvoir rester de marbre face à cette situation. Puis ce monsieur qui a l'air très bien, il va commencer à boire, et il sombre, et puis il perd son job, et puis etc.